C'est l'heure du second débat de ce Sens Public qui nous ramène un an en arrière, le 8 décembre 2024, la chute de Bachar al-Assad qui surprend le monde entier par sa rapidité au pouvoir. On retrouve un ancien d'Al-Qaïda devenu en quelques mois un interlocuteur fréquentable, invité dans le bureau ovale il y a 3 semaines. Cette mue est-elle crédible? Comment se porte l'économie syrienne? Les communautés chrétiennes, alaouites, druzes ou kurdes sont-elles vraiment protégées? Avant d'en débattre, première réponse en images, sujet signé Fabien Recker. Devant la citadelle d'Alep, une foule en liesse venue célébrer la libération il y a un an de la deuxième ville de Syrie par les forces islamistes du nouvel homme fort du pays, l'actuel président par intérim, Ahmed al-Shara. Aujourd'hui n'est pas seulement une célébration pour Alep, mais également un signe d'un nouveau chapitre qui s'écrit pour la Syrie dans son ensemble et pour toute la région. Le 8 décembre 2024, la coalition rebelle s'emparait finalement de Damas, précipitant la fuite de Bachar al-Assad. Un an plus tard, malgré les appels à l'unité, Ahmed al-Shara et son gouvernement transitoire affichent un bilan en demi-teinte, entaché notamment par les massacres de civils des minorités alaouites et druzes. Je ne pense pas qu'on puisse accuser le gouvernement de M. Ahmed el-Shara, gouvernement transitoire, d'être responsable de ces exactions. C'est plutôt le fait de milices plus ou moins contrôlées. Le grand défi, c'est de parvenir, à véritablement mettre en place un régime et un gouvernement inclusif, et 2, à gérer au mieux et sans violence la question des communautés minoritaires qui constituent cette mosaïque syrienne. Le nouveau pouvoir syrien doit également composer avec les forces kurdes qui contrôlent le nord-est du pays et réclament un statut autonome. Tandis que sur le plan intérieur, la transition politique est loin d'être achevée en Syrie. Ahmed al-Shara a remporté plusieurs succès sur la scène internationale. Ahmed al-Shara a pu bénéficier en réalité d'un soutien, celui du président de Donald Trump. Et ça a permis de lancer un processus de normalisation, entre guillemets, conditionné, mais en tout cas avec une levée des sanctions décidées par le président américain. Un processus de normalisation essentiel pour redresser l'économie syrienne dans un pays ruiné par 13 années de guerre civile où 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. À quel point la Syrie est-elle encore fragile? Est-ce toujours une poudrière? On en débat avec Dorothée Schmidt. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes responsable du programme Turquie et Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Ala Kodmani, bonsoar. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes journaliste à Libération et spécialiste du Moyen-Orient. Galère Fenwick, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, éditorialiste de politique internationale à LCI, ancien correspondant à Jérusalem et à Washington. Et Tam Tranui, éditorialiste pour Sens Public, évidemment resté à mes côtés. Dorothée Schmidt, vous travaillez en ce moment sur ce thème de la reconstruction du pays. Ma question, elle est trop générale, mais on va y répondre finalement pendant tout notre débat. Comment se porte la Syrie? La Syrie est un pays qui a été vraiment entièrement détruit, qui est complètement dévasté par la guerre, avec à la fois des destructions matérielles, bien sûr, qui sont évaluées, alors suivant les estimations, pour vous donner une idée de l'imprécision, entre 250 et 800 milliards de dollars de destruction. Sur lequel aujourd'hui tout le monde se penche en se demandant par quel bout commencer à pouvoir réorganiser la vie en Syrie, des destructions humaines avec un bilan d'au moins 600 000 morts au terme de cette guerre civile, dont on espère qu'elle est complètement achevée, mais avec une déstructuration politique extrêmement forte, des antagonismes entre communautés, des disparités territoriales extrêmement fortes aussi, qui recouvrent en partie ces antagonismes de communauté, et donc une reconstruction qui doit se faire à la fois sur le plan social, politique, et pas seulement sur le plan économique. Oui, derrière moi, on a une photo, une image d'une des banlieues de Damas qui est en partie détruite, voilà, qui symbolise bien finalement le défi de ce nouveau pouvoir. Vous partez pour Damas demain, je crois, à la Kodmani. Dans quel état d'esprit pensez-vous retrouver les Syriens un an après? D'après ce que je sens, beaucoup d'impatience, beaucoup de lassitude, des attentes toujours. Ils ont l'impression qu'un an est passé, mais en réalité, rien n'a vraiment changé. C'est vrai qu'ils plaçaient des espoirs complètement fous après la chute du régime, sans
vraiment se rendre compte de l'énormité du chantier, il est colossal. Mais c'est vrai que dans le quotidien des gens, notamment le quotidien économique, les conditions de vie, ça continue d'être très compliqué. Oui. Même si, il faut quand même regarder les avantages, il y a, c'est vrai, une liberté absolument inédite. De ce côté-là, tout est ouvert, tout le monde parle, tout le monde discute, ça, c'est un élément tout important. le monde râle terriblement. Les Syriens ont appris à râler et à le faire très fort. Parce qu'avant, si on râlait, on prenait des risques de se retrouver dans les geôles du régime de Bachar el-Assad. On faisait ça vraiment en chuchotant à la maison. Mais là, c'est vrai que la frustration s'exprime, les oppositions s'expriment, il y a des opinions. Bon, au moins, il y a un espace public qui est vibrant et c'est tout à fait inédit dans le pays. Et Galahad Fenwick, il y a cette aura quand même qui est liée à la chute du tyran Bachar el-Assad. Elle profite toujours au nouveau président Ahmed al-Shara ? Si on se concentre, si vous voulez, sur la relation très particulière syro-américaine, qui est presque une relation à ce stade assez hallucinante, j'ai envie de dire, entre Donald Trump qui parfume Ahmed el-Shara dans le bureau ovale. C'était il y a 3 semaines, c'est ça, quand il l'a reçu à la Maison-Blanche. On en parlait avec Ala Kodmani avant de rentrer en plateau. C'est la toute première fois qu'un président syrien est accueilli à la Maison-Blanche, donc il y a un caractère inédit, très puissant. Ça accompagne une décision qui est géostratégiquement de la plus haute importance pour la Syrie, à savoir la levée des sanctions américaines qui donnent une véritable bouffée d'air frais. Donc à l'international, il y a toujours une certaine aura qui est alimentée par, je dirais, 2 choses. C'est une volonté, effectivement, d'aider, mais une aide sous surveillance. Et on le sent dans l'immense prudence qu'il y a du côté européen. Du côté américain, pareillement, c'est conditionné et il y a ces 6 mois pendant lesquels ces sanctions sont levées et qui permettent à des secteurs clés à la fois de la vie civile, de l'économie et du fonctionnement du pays d'être relancés. Pour terminer simplement, l'expression utilisée par Madame Kodmani m'a fait réagir parce que j'écoutais récemment Arthur Saradin, vous savez, qui s'est rendu très rapidement en Syrie après la chute de Bachar el-Assad et il a cette très belle expression où il dit que c'est la République du silence qui a été rompue et avec ces geôles, parce que c'est un univers véritablement concentrationnaire, c'est pour ça que quand on parle de la reconstruction de la Syrie, on peut parler de l'infrastructure, tout ce qui est visible, mais penser aussi à l'esprit, au cœur et aux âmes syriennes. Et tout ça donne des paroles fleuves et un pays qui a encore besoin de parler et de s'exprimer. Alors, on va parler là longuement d'économie, parce que le président syrien, évidemment, il a ce défi majeur de redresser l'économie de son pays. Alors, il se heurte quand même. Vous parliez de la grogne. On va ressentir là, la grogne de la vendeuse de rue de Damas qui proteste contre la hausse des prix de l'électricité. Vous pensez que je peux payer ces factures? Je peux à peine payer les frais universitaires de mon fils et les cours particuliers de ma fille qui passe son bac. Je n'ai pas les moyens. Le gouvernement devrait faciliter la vie des gens et augmenter les salaires. Tout le monde était heureux quand le régime de Bachar el-Assad est tombé. Nous pensions que la vie s'améliorerait pour tous et que nous aurions de l'argent. Mais ce gouvernement nous étouffe encore plus. Personne n'a d'argent. Qu'ils arrêtent complètement de fournir l'électricité, ça serait mieux. Il n'y a pas de travail, toutes les usines sont fermées. Nous ne trouvons plus de travail car les usines ont fermé à cause de l'électricité. Ala Kodmani, à quel point l'économie, c'est la priorité du nouveau pouvoir d'Ahmed al-Shara? C'est absolument fondamental, essentiel, et rien ne pourra progresser si l'économie n'est pas relancée. Si la vie des Syriens n'est pas améliorée, si le minimum n'est pas assuré. Et pourquoi en un an, ça a été quasi impossible, ou en tout cas difficile de sentir vraiment cette amélioration? Parce que l'État syrien était complètement en banqueroute. Il n'y avait plus rien. Le peu qu'il restait, Bachar el-Assad est passé à la Banque centrale récupérer ce qui restait avant de partir. Le pays est à genoux. Il y avait toute une économie parallèle dans la corruption auparavant, avec des trafics de drogue, avec toutes sortes de trafics qui alimentaient une certaine partie de la population. Mais là, il n'y a pas de ressources. C'est un pays vraiment qui, tout d'un coup,
toute l'accumulation des années de guerre maintenant se ressent parce que c'est clair, c'est ouvert, on peut plus cacher. Ouais. Il n'y a plus moyen de... Et le problème de l'économie, bon, même les sanctions américaines ne sont pas complètement levées. Il y a encore un verrou. Ce qu'on appelle les sanctions César, qui exigent un vote du Congrès. Et tant que ça, ce n'est pas fait, aucune confiance. Même les Syriens, les Syriens expatriés qui voudraient revenir, qui voudraient relancer les affaires, qui voudraient recommencer. Il y en a quelques-uns qui ont commencé des petites choses, mais ne peuvent pas, s'il n'y a pas sécurité, électricité, comme m'a dit l'un d'entre eux. Mais est-ce que la situation, elle a empiré entre la dernière année de Bachar el-Assad et la première année de Ahmed al-Shara ? Peut-être Dorothée Schmitt là-dessus ? Non, moi ce que je trouve formidable sur les témoignages, c'est que c'est le retour à la vie normale. C'est-à-dire qu'en fait, on a le sentiment d'une grogne telle qu'on pourrait l'entendre à peu près n'importe où. Et la deuxième chose qui me frappe, qui s'exprime, c'est cette énorme demande vis-à-vis de l'État. Et ce qu'il faut réussir précisément, c'est à sortir la Syrie de l'état humanitaire. C'est un pays où on a eu 7-8 millions de réfugiés qui potentiellement peuvent revenir dans ce pays, mais qui ne reviendront que si effectivement... Qui sont en Jordanie qui sont beaucoup en Turquie. En Turquie. 5 millions en Turquie, 2 millions au Liban, un peu en Jordanie, mais... Et en Europe, on en a aussi quelques-uns qui peut-être seront moins immédiatement incités à revenir, mais en Turquie, le gouvernement turc a clairement dit qu'il considérait que la situation était maintenant stabilisée politiquement et que donc il fallait qu'ils retournent. Mais ils ne peuvent pas retourner s'ils n'ont pas de maison, s'ils n'ont pas d'électricité. On ne peut pas dire que ça a empiré. On est au début d'une reconstruction de vraiment un pays qui est un champ de ruines absolu. Et encore là, on voit Damas, où effectivement on a des parties détruites, mais donc sous le contrôle de Hala qui s'y rend en plus demain. Ce qui intéresse la plupart des réfugiés qui sont partis en Turquie, c'est le nord de la Syrie détruit, c'est ça. Et Alep, une ville qui a été bombardée par les Russes massivement, où donc pour refaire partir le moteur économique, et c'est ça le but du gouvernement quand même, c'est les petits entrepreneurs qui vont revenir et qui vont naturellement reconstituer un tissu économique. Ben pour ça, il faut d'abord l'électricité. De quoi se loger, l'électricité. Oui, reconstruire l'électricité, effectivement. Etc. Avec un président syrien qui vante quand même les milliards d'investissements qui ont suivi la chute de Bachar el-Assad. On écoute Ahmed al-Sara. Au cours des 10 derniers mois, et plus particulièrement durant les 6 premiers mois suivant la chute du régime d'Assad, la Syrie a attiré 28 milliards de dollars d'investissement. Tous les pays sortis de crise n'ont pas pu s'en remettre complètement car ils sont revenus de guerre ou de guerre civile pour se retrouver confrontés à de nouvelles crises. Galaya Fenwick, qui investit? Je ne sais pas ce que ça représente, 28 milliards de dollars d'investissement. On peut se dire que ça semble énorme, mais en fait, à la dimension de ce dont le pays a besoin. La Banque mondiale estime qu'il faut 216 milliards pour reconstruire la Syrie. Donc c'est effectivement une goutte d'eau. Ce n'est pas non plus négligeable, 28 milliards. Mais en réponse à votre question, on me voit dans la salle à laquelle il s'adresse, pour l'instant, ce sont essentiellement les acteurs de la péninsule et du Golfe qui sont massivement présents pour leurs intérêts, parce qu'ils ont intérêt à repousser l'influence iranienne, à faire en sorte que cette Syrie, qui est vraiment, j'allais dire, nodale en fait, dans la région de par sa position géographique, on l'a vu dans la répartition des réfugiés, à quel point elle a un rôle j'allais dire, géostratégique qui est central. Et donc, ils investissent massivement. Après, ça reste en deçà des besoins. Et il y a toute une compétition, d'ailleurs, autour de cette aide qui se dessine entre les différents acteurs qu'on a nommés. Les Turcs, notamment, les Saoudiens, les Émiriens, les Arabes du Golfe. Mais en ce qui nous concerne de notre côté, parce que l'Europe également, alors l'Europe, c'est, je crois... avec ses partenaires, c'est quelque chose comme un petit peu moins de 5 milliards qui ont été investis, 1,5 des fonds de l'UE. Mais c'est un peu le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que, en fait, avant d'ouvrir un petit peu plus les vannes, on aimerait qu'il y ait certaines choses très concrètes qui soient faites, notamment au niveau de l'inclusivité, des démonstrations concrètes de la part d'un pouvoir, qui lui, en réponse, dit en fait, si vous ne me donnez pas les moyens sur le régalien, je ne peux pas répondre favorablement à vos demandes. Intéressant. Alors, on va ouvrir le chapitre, effectivement, on a commencé à en parler, mais sur cette tournée internationale que Ahmed al-Shara fait depuis qu'il est au pouvoir. Information de ce jeudi, délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui a effectué sa première visite en Syrie.
effectivement en promettant le soutien de la communauté internationale à ce pays ravagé. Donc on est vraiment au cœur de cette thématique. Et Tam, c'est vrai que ce nouveau président syrien, il s'est lancé dans une grande tournée diplomatique. Oui, tournée avec un S dans les pays du Golfe, visite à l'Elysée dès le mois de mai, grand marathon diplomatique à New York au mois de septembre. D'ailleurs, à ce moment-là, il a revu Emmanuel Macron, s'est entretenu pour la seconde fois avec Donald Trump, a noué des contacts avec Ursula von der Leyen avant de s'exprimer à la tribune de l'ONU. Une première depuis 1967, l'occasion de promettre une Syrie nouvelle. Je le cite, un État de droit qui protège tous, préserve les droits, garantit les libertés, dans lequel la vie prospère. Mais la consécration, cela a été sans nul doute sa visite dans le bureau ovale le 10 novembre dernier. Pas d'entrée par la grande porte ni de conférence de presse commune, mais à l'arrivée, un hommage tonitruant de Donald Trump. Vous pouvez vous attendre à des annonces sur la Syrie. Nous voulons que la Syrie devienne un pays très prospère et je pense que ce dirigeant peut y parvenir. Je le pense vraiment. Et les gens qui disent qu'il a un passé brutal. Nous avons tous un passé brutal. Mais il a un passé brutal et je pense franchement que sans passé brutal, vous n'avez aucune chance. Sans passé brutal, vous n'avez aucune chance. Ça vaudrait un débat en soi, oui. cette phrase de Donald Trump. Mais bref, il pense donc qu'Al-Shara peut réussir grâce à ça. Je suis bien d'accord, ça mérite un débat. On a beaucoup parlé du changement d'habit du président syrien, de la façon dont il fait oublier son passé sulfureux de djihadiste dangereux. Rappelons quand même qu'il était sur la liste noire du FBI qui offrait une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant jusqu'à lui. Et comment en un temps record, il s'est transformé donc en djihadiste repenti, puis en dirigeant intérimaire acceptable et maintenant en chef d'État d'avenir. Mais en réalité, c'est ce que l'on comprend dans ce que vient de dire Donald Trump, c'est que presque son passé de djihadiste n'est même plus un inconvénient. Lui, il y voit presque des qualités dans cette expérience. C'est un homme à poigne qui a la carrure. C'est ce que l'on comprend en tout cas de cette intervention du président américain. On pourrait appeler ça de la réelle politique. Oui, on n'est clairement plus dans l'idéologie. L'objectif est d'éviter qu'un nouvel État tombe au Moyen-Orient. Les Européens veulent à tout prix éviter une nouvelle crise migratoire. Le monde a assez à faire entre la guerre en Ukraine, le conflit Israël-Hamas. Il faut éviter la mainmise totale de l'Iran, de la Russie sur ce territoire stratégique, participer à la reconstruction, à la manne économique que cela peut représenter. Qu'un ancien djihadiste devienne membre de la coalition anti-État islamique n'étonne plus personne. Après tout, est-ce que les talibans en Afghanistan ne sont pas aujourd'hui le premier rempart contre l'œil au Khorasan? Ce changement de braquet mène aussi à certains échanges assez surréalistes. Au mois de septembre, lorsqu'il était à New York, Ahmed Al-Shara a échangé en public avec David Petraeus, ex-patron de la CIA. Par le passé, le premier comme chef d'Al-Qaïda avait été fait prisonnier des forces américaines en Irak, à l'époque où le second commandait lui-même ces mêmes forces. Eh bien, cela n'a pas empêché le général 4 étoiles de se dire grand fan du dirigeant syrien et de conclure leur entretien par « Nous espérons évidemment votre réussite, Inch'Allah », car au final, votre réussite est la nôtre. Vous avez raconté à la Kodmani dans Libération ce rendez-vous à la Maison-Blanche. On va revoir l'article que vous aviez publié. Au-delà des louanges là, de Donald Trump, qu'est-ce qu'il a obtenu ce jour-là, Al-Shara? Alors, il y a le symbole, il y a la reconnaissance, la respectabilité d'une certaine façon. C'est sûr que cet accueil, ce soutien dont il bénéficie, de la part des États-Unis est absolument inattendu, excessif, je dirais. Et même les Syriens considèrent que c'est un peu trop. Pourquoi ils commencent à s'interroger? Ça devient suspect presque. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire? En même temps, comme je disais, ça ne se traduit pas dans les faits concrètement. Économiquement, ça se comprend. Maintenant, c'est une chance extraordinaire que ce soit Ahmed Al-Shara qui fascine de toute évidence. Tout le monde est complètement fasciné par ce personnage. Ça devient la rockstar qu'il faut voir, qu'il faut aborder, et cette transformation extraordinaire. Jusqu'où ça peut aller? Après, pour les Syriens, il faut que ça se traduise par quelque chose. Ils sont contents de voir que leur président va à la Maison-Blanche, mais qu'est-ce que ça leur rapporte? C'est très bien peut-être pour la stabilité du pays. Si ça peut garantir la sécurité, la stabilité, c'est bien. Parce que si ce pouvoir s'écroule, ça peut être dramatique et chaotique. Il bénéficie d'un soutien inédit, mais après quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas encore clair du tout. Alors, il y a pas mal de réactions sur nos
notre Voxem, c'est notre système d'interaction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas très intéressant, mais c'est pas grave. Boris de Carpentras qui nous dit, alors, bon, ça me choque un peu, mais je vais vous le dire. La Syrie post-Assad ressemble plus à un champ de ruines qu'à un pays en transition. Est-ce que la chute de Assad était vraiment une bonne idée? Bon, je rappelle que c'est combien de décennies de dictature, les Assad, père et fils? 50 ans de dictature. 14 ans de guerre civile. Enfin, oui, la question, il y a une forme d'indécence et donc de provocation sans doute de la part de cette personne. Mais tout à l'heure, je parlais de cet univers concentrationnel. Il faut quand même comprendre ce que Assad a infligé, le père Hafez et le fils Bachar, à son propre peuple. On parle de ces millions de déplacés internes, ces millions de déplacés externes, et de l'une des nécessités, parce que là on est sur le volet économique, c'est celle d'une justice transitionnelle qui permet, l'établissement peut-être de commissions de vérité, qui permettent de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, les responsables. Il y a encore des dizaines de milliers, peut-être même des centaines, qui cherchent à savoir ce qu'il est advenu de leurs proches. Tiens, puisque vous parlez de ça, cette réaction de celui qui était le plus ancien prisonnier politique en Syrie, il avait 26 ans quand il a été arrêté, il a passé 43 ans dans les geôles des Assad père et fils, libéré le 8 décembre 2024 comme 60 000 autres détenus. Voilà ce qu'il dit de Palmyre notamment. Palmyre n'était pas une prison, c'était un centre de détention. Quelle est la différence? Dans un centre de détention, il n'y a ni discipline, ni loi, ni humanité. Je veux dire par là que si un gardien est agacé par un prisonnier, il le tuera. Il ne se contentera pas de le battre. Rien de ce qui a été dit sur la torture à Palmyre ou à Sednaya n'a été exagéré. Au contraire, c'est insuffisant. Quand on parle de torture, on parle des aspects physiques, mais l'élément psychologique, la peur et la pression psychologique sont difficiles à expliquer. Et je trouve que ce témoignage, il est aussi passionnant sur la difficile reconstruction d'un pays qui est passé par là, par ces 5 décennies de dictature. C'est-à-dire que moi, en entendant ça, je me dis, il y a peut-être des tortionnaires qui vivent à côté de leurs anciennes victimes. Vous voyez ce que je veux dire? Il me semble que quand la guerre civile a éclaté en Syrie, on avait du mal à y croire, en fait. Moi, j'ai passé pas mal de temps en Syrie dans les années 90. On avait l'impression de quelque chose qui était extrêmement tenu. Parce qu'en fait, le couvercle était tellement opaque qu'on ne se rendait pas tellement compte de ce qui se passait sous la surface. Et une fois que la guerre a éclaté, ça a été une guerre d'une sauvagerie absolument épouvantable de tous les côtés. C'est-à-dire vraiment, effectivement, nous, en tant que Français, on voit beaucoup l'État islamique, donc Daesh, ce type d'exactions. On s'est beaucoup intéressé aux Kurdes. On s'intéresse un peu à ce qui est arrivé aux prisonniers, même sous l'ère de Bachar, sous l'ère de Hafez d'abord et ensuite de Bachar, avant la guerre. C'est-à-dire que c'est une continuité de sauvagerie et une guerre qui a été en partie une guerre conventionnelle où vraiment les gens se sont étripés. Vraiment une boucherie absolument effroyable, extrêmement létale. Et tout ça, aujourd'hui, quand même, débouche sur un moment de paix qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on a une stabilisation. Est-ce qu'il y a des procès quand même? On est quand même dans un état de paix, en réalité, quand même. Bon, on va y revenir, effectivement, parce qu'il y a eu quand même des exactions, des massacres. C'est un moment suspendu, mais c'est rien à l'échelle de la guerre civile. Franchement, c'est pas grand-chose. On ne peut pas parler en termes de proportions et de chiffres, c'est très compliqué, mais une guerre où les 2 tiers de la population ont été déplacés ou réfugiés. Imaginez-vous une guerre en France où 60 millions de personnes n'habiteraient plus à l'endroit où elles étaient au début du conflit. C'est une guerre d'une ampleur vraiment terrible. Et donc, effectivement, la question de la justice transitionnelle, elle est extrêmement importante. Et ça va être ce qu'il y aura de beaucoup plus difficile. Bien sûr, pour le moment, c'est un moment suspendu où ce gouvernement arrive à maintenir une forme d'ordre. Autre question, autre réaction, Delphine qui nous écrit d'Albi. Passer d'un dictateur à un ancien djihadiste, qu'est-ce qui est le mieux? À la Kodmani, derrière ça, il y a, alors vous avez un peu répondu en parlant de la liberté, on a entendu la grogne sur l'électricité, mais on n'a pas de loi islamique imposée partout dans le pays. Enfin voilà, il faut être précis sur ce qui se passe, quoi. Non. Je crois que Dorothée Schmitt a bien fait de rappeler vraiment d'où on sort, d'où sortent les Syriens, comment c'était dans le pays. On circule normalement dans la rue, on va d'une ville à l'autre, il y a à peine un checkpoint qui dit bonjour. C'est un pays qui est
non seulement pacifié, mais où on peut respirer, où les gens peuvent bouger, où peuvent parler. Et c'est tout à fait un progrès extraordinaire. Et même ceux qui aujourd'hui critiquent très fort, parce qu'il y a des oppositions qui s'expriment très fort contre les pratiques d'Ahmed Chara, parce que, bon, pour toutes sortes de choses. D'abord, le côté islamiste, il faut dire déjà que bon, la Syrie est quand même était dans un conservatisme déjà plongé en réaction contre le régime de Bachar el-Assad. Maintenant, rien n'est imposé. Je veux dire, moi, je circule à Damas tel que je suis, je n'ai pas besoin de me vêtir plus que ça, je peux aller partout comme ça, chez les gens, dans les bureaux, dans les administrations, etc. Maintenant, quand on va sur place, on se rend compte que 90% des femmes sont quand même avec un foulard sur la tête. Mais ça a été comme ça depuis 30-40 ans, parce que ça a été un mouvement dans toute la région. Ouais. Mais aujourd'hui, alors, il commence à y avoir quelques interrogations, par exemple, sur le système scolaire, où on introduirait plus dans les programmes, plus de religion, plus de prières, plus de... Mais on ne peut pas dire du tout. Ce n'est ni l'Afghanistan, ni qu'il y ait des tentatives brutales d'imposer un quelconque islamisme radical. Alors, évidemment, c'est très étonnant, bien sûr. Toute personne ne s'attendait à ça, puisque surtout cette révolution, elle est venue d'un endroit qui était décrit comme... Oui, et puis la révolution est venue d'un endroit qu'on décrivait vraiment comme une enclave islamiste, où tout le monde s'imaginait que c'était une espèce d'émirat. Mais ce que dit Donald Trump, et qui nous a toutes et tous fait sourire quand il dit... Sur la brutalité. Il fallait quelqu'un de brutal. Moi, j'estime que c'est relativement drôle parce que ça vient de Donald Trump, mais c'est pas totalement faux. C'est-à-dire que qui pouvait déloger un dictateur sanglant qui était l'incarnation, encore une fois, d'un pouvoir autoritaire, totalitaire qui a duré 5 décennies? Ça allait pas être, pardon, mais une brigade de bisounours. Oui. Et ensuite, je termine juste par là. Allez-y, oui, parce qu'il reste pas mal de thèmes. Il faut faire une distinction entre, effectivement, le parcours de Ahmed el-Chara et aussi l'institution, c'est-à-dire cette idée d'un renouveau syrien. Et on a tendance à confondre, en fait, encore une fois, l'institution, donc l'État, la présidence, et ce parcours sur lequel il faut revenir. Alors, deux thématiques. On va parler du sort de Bachar el-Assad, qui est a priori en Russie à Moscou, et qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement. En tout cas, ce sont les infos qu'on a. On vous en dira plus dans quelques minutes. Mais alors, il y a toujours cette question du kaléidoscope syrien, beaucoup de communautés différentes, et notamment le sort de la communauté alaouite, communauté musulmane d'origine de Bachar el-Assad, qui a été, c'est pas la seule, mais qui a été visée. Je vous propose l'extrait d'un documentaire, Syrie, la vie d'après, qui va être diffusé ce week-end sur notre antenne. Une famille alaouite qui a choisi de rester, contrairement à leurs voisins qui ont préféré fuir. Regardez. يعني يمكن بس عيلتين ثلاثة ضلت بهاي الحارة إنه خافوا وقتها ونحن ما طلعنا من شو كان نوع الخوف؟ إنه ما نفوتوا يذبحونا يقتلونا ضل الاشتباك قول للصبح رصاص بس ما حدا قرب على الحارة يعني ثالث يوم اجت الهيئة سيارة الهيئة وضلت واقفة باللفة كيف إنه مين مكونات هاي الحي؟ مكونات هاي الحي الأساسية عرب علويين سنيين حماصني. طب كيف عايش يعني؟ كيف معيش؟ في عالم خافت حالة مثل ما هلاك في طائفة خايفة كان في طائفة خايفة من قبل مزبوط. في مين قاعد طمن هالعقل ولا كأنه بيقولوا لي بيصير عليكم شيء بيصير علينا بيصير عليكم. يعني عالم قديم إلى تارات مع عالم اجت لقيت عالم قاعد ببيوتها مثلا عرفت كيف؟ ما رضيوا مشاكل.
Voilà, extrait de ce documentaire Homs, Syrie, la vie d'après, réalisé par Daham Al-Assad, coproduction Public Sénat, Zadig Productions. C'est ce week-end sur notre antenne, suivi d'un débat dans l'émission Un Monde en Doc. C'est samedi 21h, dimanche 9h30, et puis ensuite en replay sur publicsénat.fr avec une question sur justement ces tensions intercommunautaires. Jasmine, qui nous écrit de Royancy, Assad est parti. Pourquoi est-ce que les tensions intercommunautaires sont encore là? Dorothée Schmitt, vous nous dites c'est rien par rapport à ce que le pays a traversé, mais il y a quand même eu des exactions, c'est peut-être rien par rapport à ce qu'on craignait aussi. Oui. C'est qu'on pensait que ce serait bien pire en réalité. Parce qu'effectivement, on avait un gouvernement minoritaire qui était issu de cette minorité alaouite, avec une famille qui s'était emparée du pays et qui avait entraîné finalement dans la détestation des Alaouites l'ensemble du reste de la Syrie. Donc ils ont été visés, les Alaouites, mais ça aurait pu être pire, c'est ce que vous nous dites? En tout cas, oui, d'abord ça aurait pu être pire. Oui. Le gouvernement a fait en partie, Ahmed Shara a fait en partie quand même son travail. C'est-à-dire que quand même on a eu des interventions de l'État central pour arrêter cette dynamique. Et évidemment, ce qu'on a en tête, tous, je pense, et cette comparaison, elle vient sans arrêt quand on parle de la Syrie et de l'après-guerre, c'est l'Irak. Un Irak qui s'est retrouvé vraiment coupé en 3 morceaux, avec des conflits communautaires, des conflits religieux extrêmement forts. En Syrie, c'est un peu plus compliqué, même si les Alaouites ils sont plutôt sur la côte. Damas, c'était quand même une ville de garnison, où on avait aussi beaucoup d'Alaouites qui étaient venus parce qu'ils travaillaient avec le régime de Bachar. Donc c'est beaucoup plus mélangé. De même, la question kurde en Syrie, elle est beaucoup plus compliquée. Les Kurdes se sont appropriés d'une certaine façon des grandes portions de territoire. Donc quand là, on entend ce monsieur qui nous dit les gens se vengent parce qu'ils ont trouvé leur maison occupée. Voilà, il n'y a plus de maison et il y a eu des déplacements de population. Et les communautés, elles se chevauchent, elles sont les unes sur les autres. Et même ce qu'on a vu comme affrontement avec les Bédouins, dans lesquels les Israéliens sont intervenus, c'est aussi des conflits de proximité. Il ne faut pas forcément les voir dans une immense logique régionale de conflits un mot religion. rapide, Galère Fenwick, là-dessus, on parle de Bachar el-Assad. Madame Schmitt parlait de l'Irak. Je pense que celles et ceux qui nous regardent ont peut-être aussi en mémoire la période de l'épuration au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en France, à titre de comparaison. À l'été 1944, c'est en France, c'est les chiffres, c'est 10 000 exécutions sommaires, 1500 personnes qui sont condamnées à mort. Rappelez-vous les femmes tondues. Enfin, cette période, elle a été très très dure. Et donc, même si les violences auxquelles on assiste, que ce soit contre les Alaouites ou les Druzes ou d'autres communautés, elles sont totalement inacceptables. Il faut les condamner. C'est vrai qu'après, les comparaisons sont toujours boiteuses et souvent maladroites. Mais ça permet effectivement de jeter un regard différent. Et puis à la Condamnie, ça pose la question du contrôle que le pouvoir central peut avoir sur le pays, parce que c'est aussi ça la réalité. Tout à fait. Bon, c'est vrai que, comme nous disait très bien Dorothée Schmitt, c'est le minimum qu'on pouvait s'attendre, et ça la vengeance, l'accumulation de ressentiments qu'il y a eu de la part notamment de la majorité sunnite, qui a été, parce que c'est quand même eux qui ont été 90% des morts dans le conflit syrien, ce sont justement ces populations qui étaient dans les zones bombardées par le régime. Et donc il y a un esprit de revanche de certains sunnites. Il y a un esprit de revanche sunnite tout à fait évident. Dans la population, dans tous les milieux, là, on le sent vraiment, voilà, quoi, ça va. Ils ont eu leur tour, ils ont bénéficié de beaucoup d'avantages parce qu'ils faisaient partie de la communauté alaouite. Maintenant, c'est fini. Maintenant, nous, on a été un petit peu... alors que les sunnites, c'est quand même 80% de la population. Et bon, il y a une sorte de revanche sunnite sur lequel le pouvoir compte, évidemment. Qui confortent le pouvoir et ils se nourrissent les uns les autres. C'est là qu'il y a vraiment tout à fait... ils sont communicants entre le pouvoir et la population. Et puis, je dirais encore plus loin, revanche sunnite régionale. Parce qu'avec le recul de l'Iran, l'affaiblissement du Hezbollah au Liban, la sortie des troupes iraniennes de Syrie et vraiment maintenant le recul, c'est la revanche du sunnisme arabe, du Golfe notamment. Et c'est vrai que maintenant on est un petit peu dans une grande revanche sunnite en Syrie et ailleurs. Allez, on se pose une question
simple maintenant. La réponse n'est pas forcément que devient le dictateur Bachar el-Assad. Et c'est Stéphane Duguay qui va nous aider à répondre à cette question. Rebonsoir Stéphane. Que sait-on de l'exil de Bachar el-Assad en Russie? Alors, la dernière information dont on dispose, Thomas, c'est qu'il a survécu à une tentative d'empoisonnement au mois de septembre. Ça a été révélé par l'ONG syrienne, l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ancien président syrien a donc été hospitalisé à Moscou du 20 au 29 septembre dans un état très critique, écrit le rapport de l'ONG. L'ONG explique d'ailleurs que cette tentative d'empoisonnement aurait eu lieu chez lui et qu'elle aurait été prévue par un ancien officier syrien. L'état de santé de Bachar el-Assad aujourd'hui est stable et il est rentré chez lui. En tout cas, le gouvernement russe n'a pas réagi officiellement à cette nouvelle et cette tentative d'empoisonnement ne serait pas la première puisqu'une information similaire avait déjà été publiée dans le tabloïd britannique The Sun en janvier dernier, mais l'information n'avait jamais été confirmée. Et on sait donc assez peu de choses sur la nouvelle vie de Bachar el-Assad. Oui, pas de photos de l'ancien président syrien, ni de sa femme, ni de ses enfants à Moscou. Pas de rencontre officielle avec Vladimir Poutine. Mais tout ça s'explique par les conditions de l'asile offert par son allié Vladimir Poutine, qu'il a soutenu dans la guerre civile. Un asile accordé à la famille de Bachar el-Assad pour des raisons, je cite, humanitaires. C'est ce qu'expliquait Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Un asile sous conditions. Écoutez le spécialiste du Moyen-Orient, David Rigoul-les-Roses. Le deal qui lui a été formulé, c'est qu'il ne devait avoir aucune activité politique, il ne devait faire aucune déclaration à des médias, et il ne devait faire aucune apparition publique. Et que ça faisait partie des conditions, effectivement, pour assurer son asile avec ses proches. Une discrétion imposée donc qui explique pourquoi c'est le Kremlin qui a communiqué pour le compte de Bachar el-Assad depuis qu'il a fui la Syrie et qu'il y a donc très peu d'informations sur sa vie et la vie de sa famille. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur sa vie quotidienne à Moscou? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Moscou ne lui est pas totalement inconnu. Sa famille y possède plusieurs appartements. Il a de l'argent en Russie. Le Financial Times avait révélé qu'entre 2018 et 2019, il avait envoyé en Russie 220 millions d'euros en petites coupures. Son fils aîné, Hafez al-Assad, est même diplômé de mathématiques de l'Université d'État de Moscou et on sait aussi que sa femme Asma al-Assad est atteinte d'une leucémie. Alors où habite la famille al-Assad à Moscou? Il n'y a pas de certitude exacte sur le lieu de résidence. En tout cas, c'est un lieu sous protection des autorités russes. Ça, c'est ce que disait l'ONG, l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme. Le plus probable, c'est que Bachar el-Assad vive avec sa famille à l'ouest de Moscou, dans le quartier d'affaires de la ville. C'est ce que nous racontent nos confrères de France Info dans une enquête publiée cette année. L'autre possibilité, c'est qu'il habite dans le Beverly Hills russe, le quartier très cossu de Rublevka, où il y a d'énormes maisons de millionnaires. Voilà où vivent Bachar el-Assad et sa famille, alors que le nouveau président syrien cherche à obtenir, lui, son extradition de Moscou vers la Syrie. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations. Effectivement, est-ce que c'est un enjeu, je commence avec vous Gala Fenwick, pour le nouveau pouvoir, Bachar el-Assad? Vous parliez de justice mémorielle. Oui, transitionnelle. Il s'est rendu, Ahmed el-Shara, à Moscou. Et donc, il y a des plaisanteries en ligne sur le fait qu'il allait peut-être croiser, effectivement, Bachar el-Assad et pourquoi pas le ramener dans ses valises. Trêve de plaisanterie, ce serait très important, effectivement, qu'il soit jugé par la justice de son propre pays, notamment au travers, pourquoi pas, l'établissement d'une sorte de juridiction ad hoc, à valeur internationale. Mais oui, c'est un sujet pour les Syriens, c'est un enjeu pour la Russie aussi, qui veut maintenir une présence en Syrie, qui est une base, pour des raisons militaires et géostratégiques très, très, très importantes. Et le nouveau pouvoir n'a pas totalement renoncé, effectivement, à faire affaire avec la Russie. Donc, moi, je ne serais pas très tranquille à la place de Bachar el-Assad. De là à ce que Vladimir Poutine vende sa peau, entre guillemets, en échange d'une utilisation maintenue des bases russes sur place, ça reste à savoir si c'est le choix qu'il fera. Vous avez répondu à plusieurs questions de nos téléspectateurs et téléspectatrices. J'en donne une autre, Émilie de Montluçon, qui est plutôt un cri du cœur. Donc Assad peut partir tranquille en Russie, personne n'en parle comme d'un crime, ça ne choque personne. Ça, c'est bon, effectivement, ça choque forcément les Syriens à la Colmanie. Est-ce qu'il parle beaucoup de Bachar el-Assad? Vous disiez la parole s'est libérée, mais est-ce qu'il est au cœur des conversations ou pas? Oui, quand même. Pour continuer à le maudire. Je veux dire, ça revient tout le temps. Oui. C'est vraiment cette ordure, ce criminel, ça reste dans le langage de tous les jours. Hein. On ne l'oublie pas. On n'oublie pas surtout combien il a
pompé le pays. Il a vraiment volé l'État. Même juste avant de partir. Mais justement, il a tout l'argent qui a été viré, que ce soit en Russie ou en Biélorussie, et avec tout son entourage, toute sa mafia. Tout ça, c'est surtout au moment où, justement, où les Syriens sont en train de souffrir économiquement. Voilà, ils savent qu'en grande partie, c'est parce que il a laissé l'État complètement exsangue. Il a vidé les caisses. Et ils ont tout au long de ces 30 années où il a été, 25 années où il a été au pouvoir, ça a été une corruption généralisée qui lui a permis de vraiment prendre toutes les richesses du pays. Oui, et puis il avait pris ses précautions. Ce que disait Stéphane Duguay, entre 2018 et 2019, 220 millions d'euros en petites coupures envoyés en Russie. Oui, enfin, bon, j'imagine que c'est une toute petite part de l'argent qu'il a volé. Un procès, en 30 secondes, pardon, il nous reste peu de temps, Dorothée Schmitt, un procès d'Al-Assad, c'est totalement illusoire. Tant que Poutine est au pouvoir. En fait, en écoutant ce débat, je me demandais si c'était le moment de se focaliser là-dessus. Je pense que c'est dans un deuxième temps. Je pense que c'est trop tôt pour faire revenir Bachar et se faire son procès. Peut-être aussi parce que précisément le gouvernement actuel est fragile et que on a beaucoup d'acteurs. On n'a pas beaucoup parlé des dynamiques régionales, mais en fait aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui sont penchés sur la Syrie et qui veulent à tout prix la stabiliser et qui veulent surtout que le pays tienne. Je pense que le fait que les difficultés intracommunautaires n'aillent pas plus loin vient aussi d'une logique d'épuisement de la guerre civile. Et ça, tout le monde compte là-dessus aussi. C'est fini. On espère qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de se battre en Syrie. Et donc, faire revenir Bachar, c'est trop clivant, à mon sens, pour le moment. Merci beaucoup à tous et à bientôt sur Public Sénat. Merci de ce débat passionnant. Notez que l'invité de la matinale demain, ce sera Nicolas Tenzer, essayiste, expert en géostratégie à Sciences Po. Et puis, vous le savez, sur Public Sénat, on est très attaché à la déontologie, à la responsabilité des journalistes. Et contrairement aux réseaux sociaux, quand on fait une erreur, on la corrige. Hier, dans notre débat politique, l'une de nos invitées a tenu des propos qui étaient maladroits, déplacés et qui pouvaient être perçus comme homophobes à l'encontre du maire de Hénin-Beaumont. C'était en direct, mais j'aurais dû réagir et modérer ces propos. Je ne l'ai pas fait, je m'en excuse, voilà, tout simplement auprès de celles et ceux qui ont été choqués. Voilà, c'est simple, quand on fait une erreur, on s'excuse. Merci à tous encore une fois d'avoir participé à notre débat. Je vous dis à lundi, merci de votre confiance. Belle soirée sur Public Sénat.